Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer avec cette première conférence, qui est donc identifier les manipulations de l'opinion via l'OSINT. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Xavier Titelman, consultant défense, ainsi que Justin Poncet, CEO de Going Public. Merci de les applaudir. Allez, on va improviser sur les micros qui sont ici. Bonjour à tous, bravo d'être aussi nombreux une fois de plus. La guerre informationnelle, ça passionne, et c'est vrai qu'on est au cœur du système avec des outils qui permettent de faire de la veille. Nous, dans un premier temps, tu veux que je prenne un micro ? Nous, dans un premier temps, on a surtout voulu se focaliser sur l'identification des narratifs, l'identification de la façon dont les ennemis informationnels auxquels on est confronté aujourd'hui exploitent les algorithmes pour pouvoir pousser leurs informations et leurs narratifs à eux. Donc c'est pour ça qu'on a une collaboration qui était assez fructueuse, et vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'on a pu travailler ensemble et quels résultats on a obtenus. D'abord, la désinformation. Petite définition, c'est la diffusion volontaire d'informations qui sont fausses, avec un objectif, évidemment, de pouvoir orienter le débat ou alors faire infuser le narratif qui nous est propre. Et dans le dernier rapport de la Commission européenne, il stipule que la France est désormais le deuxième pays le plus attaqué en termes informationnels au monde, derrière l'Ukraine. Évidemment, vous tenez bien quel pays est le plus attaquant, si on peut le dire comme ça. Et donc les prochains slides sont tirés de ce rapport. Et vous allez voir qu'on a aussi pris quelques exemples. Le premier que je trouve intéressant, à gauche, vous avez... Alors vous vous souvenez quand la guerre contre l'État islamique, à l'époque, le ministère de la Défense russe, officiel, sur son compte Facebook officiel, vous pouvez encore aller chercher ces images, ont partagé les images de gauche comme étant une preuve de la collaboration des États-Unis avec l'État islamique, et que les Américains étaient les méchants, et que heureusement que les gentils Russes étaient là. La communauté Internet, dans son nombre et par sa quantité, à gauche, vous avez l'image partagée par le compte Facebook de l'armée russe. À droite, vous avez le jeu vidéo Arma 3. Et en fait, les Russes avaient simplement pris des captures d'écran qui étaient censées servir de preuve pour étayer leur narratif. Vous avez énormément d'exemples dans ce domaine. Le problème, c'est que détecter cet écart et le corriger, le contredire, c'est beaucoup plus long. Un narratif faux est en moyenne partagé 8 fois plus qu'un narratif qui est juste une réponse ou une information qui va être correcte. Et ça aussi, c'est une difficulté, d'où le besoin de veille permanente et d'où le besoin de rapidité dans la veille. Je vous ai parlé à l'instant de l'OSINT, l'Open Source Intelligence, le renseignement en source ouverte. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir collecter des informations qui n'ont rien de caché. Il n'y a pas besoin d'aller pirater un site web, il n'y a pas besoin d'aller envoyer des agents secrets. L'objectif, c'est d'identifier des données qui vont être accessibles pour le grand public, pour pouvoir en faire de l'intelligence par la masse, par la quantité. Le crash de MH370, il y a des astrophysiciens qui vont travailler avec des biologistes marins qui vont travailler ensemble pour essayer de trouver où se place l'avion. Là, ici, je vous donne un autre exemple qui date de juillet 2014. Vous vous souvenez qu'il y a un avion, le MH17, qui a été abattu dans l'est de l'Ukraine. Les Russes, il y a eu un narratif qu'ils ont essayé de propager, comme quoi c'était les méchants Ukrainiens qui avaient fait décoller un avion de chasse pour pouvoir abattre le MH17. Cet avion, donc le MH17, qui les survolait. Cette image, donc, ici en bas à gauche, vous avez le petit avion de chasse, qui est un Sukhoi 25, qui essaye d'abattre un Boeing 777 qui est en haut. Ça, c'est le narratif qui est propagé par les Russes. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la communauté internationale des avgeeks, les aviation geeks, dont je fais partie, qui ont commencé à analyser cette image. Le problème, c'est qu'il y a 34 erreurs dans cette image, alors qu'elle a été officiellement partagée par l'association des ingénieurs russes. L'avion qui est en haut, c'est pas un Boeing 777, c'est un Boeing 767. Le fond de carte, c'est un fond de carte Google qui était périmé depuis plusieurs années. L'avion, il attaque par la droite, alors que le MH17 a été attaqué par la gauche. Et vous avez comme ça besoin d'avoir une communauté sur laquelle vous appuyez pour pouvoir débunker de la fake news. Alors le problème pour la Russie, c'est qu'ils ont une puissance de frappe par leurs médias directs et par les influenceurs qu'ils arrivent à obtenir, qui fait qu'ils arrivent à faire infuser un certain narratif. Et évidemment, ça ne marche pas chez les personnes qui vont être capables de prendre un petit peu de recul ou un petit peu de hauteur, mais néanmoins, ce narratif va réussir à infuser. 2 exemples directs, donc c'est la manipulation de l'information, c'est l'ensemble des actions qui doivent conduire à rendre crédible une information qui va être fausse,
en l'accompagnant par des fausses preuves pour pouvoir imposer, une fois de plus, un narratif qui va rendre crédibles ces informations. Sur la gauche, vous avez, à partir de 2014, le narratif comme quoi les Ukrainiens sont des nazis, ils déportent les enfants, c'est un pays pédophile, ils tuent les enfants pour pouvoir leur extraire leurs organes, etc. Donc vous avez des articles officiels de chaînes de presse officielles qui vont raconter n'importe quoi. Mais dans l'opinion publique, y compris dans nos pays, c'est des choses qui ont fini par être reprises. Les Ukrainiens sont des nazis, voilà, c'est officiel. Ils ont une extrême droite qui est plus faible que la nôtre, mais c'est des nazis. Donc ça, c'est des choses qui ont réussi à infuser par la répétition de ce narratif et par le fait que ça influe et que ça infuse également chez des politiciens qui reprennent ce narratif à leur compte aujourd'hui. Sur le côté droit, vous avez, vous connaissez tous, l'exemple dans lequel Wagner avait commencé à préparer des faux charniers au Mali en installant des corps. Et là, l'armée française a été exceptionnelle. C'est que non seulement, évidemment, Wagner, on les suit, on a pu prendre les images, et donc on a pu partager les images des soldats russes en train de préparer un faux charnier pour accuser la France avant qu'ils ne diffusent leurs fake news. Et donc, c'est quand même très rare que l'armée déjà se permette de communiquer de cette manière-là, mais surtout qu'on le fasse dans un timing suffisamment rapide pour empêcher la première même diffusion de ce narratif. Ça, c'était une grande victoire informationnelle de la part de la France, et je pense que c'est un premier exemple qui doit être amené à être répété, évidemment. Tout ça, ça amène à des ingérences qui ne sont pas que informationnelles. Vous connaissez les histoires avec les puces de lit, avec les Jeux Olympiques qui allaient être un désastre absolu, avec les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Tout ça, c'est poussé évidemment par ces narratifs qui veulent dessouder nos communautés. Le premier exemple réel opérationnel dans lequel il y a eu ces ingérences étrangères qui ont eu un impact dans la vie réelle, c'était au moment de la campagne électorale de mémoire, c'était en 2016, et vous aviez l'Internet Research Agency, qui est un organisme russe basé à Saint-Pétersbourg, qui animait des pages en anglais, en se prétendant les défenseurs du Texas chrétien blanc, et en se prétendant à la fois les défenseurs de l'islam et des musulmans d'Amérique. C'était les mêmes personnes qui géraient les deux pages. Et donc ils faisaient monter la tension, et ils finissaient par organiser des rallyes le même jour dans les mêmes villes, pour créer du clash dans le monde réel, et pour dire que l'Amérique va mal et que ça va pas, etc. Pourquoi est-ce que les Russes financent Black Lives Matter? Pourquoi est-ce qu'en France, ils financent l'association Traoré pour désarmer les flics, etc. Parce que derrière, ils savent très bien que ça aboutit à dissoudre nos sociétés. Comment est-ce qu'ils diffusent ces informations? Ça, c'est encore une fois une image qui est tirée de l'analyse faite par la Commission européenne. Historiquement, je vous l'ai montré, c'était plutôt des informations qui étaient top-bottom. C'est-à-dire que vous aviez des comptes officiels, des chaînes de télé, des chaînes officielles Facebook, Twitter, du ministère des Affaires étrangères et de la Défense russe qui donnaient des informations, sauf qu'à la fin, elles finissaient quand même par se ridiculiser au niveau international à minima, parce qu'on identifiait. Donc aujourd'hui, ils ont plutôt la tendance inverse, c'est-à-dire qu'ils vont partir de petites chaînes YouTube, ils créent une chaîne YouTube, dans laquelle ils mettent une vidéo en intelligence artificielle, fake news, peu importe, qui est reprise massivement par des bots. Mais du coup, à force d'être prise par des bots, c'est visible partout, ça commence à remonter dans les algorithmes, et vous avez des news russes, donc vous voyez c'est au milieu, des channels Telegram qui disent « mais dis donc, on a vu telle chose sur Internet, il y a telle source à tel endroit », et à force de grossir, c'est ensuite repris par Sputnik et par tous les autres, et Russia Today, en disant « mais il y a déjà 500 articles sur Internet qui parlent de ça, il y a déjà des milliers d'influenceurs qui en parlent », et de cette manière-là, ça aboutit à la fake news qui est reprise par l'État russe, avec évidemment des données qui sont fausses à la base. Il y a un exemple très connu, c'est quand la France a fourni des canons César à l'Ukraine. Vous avez sur Internet un bruit qui est arrivé comme quoi les méchants Ukrainiens avaient vendu les canons César à la Russie. Et puis à la fin, ça a été repris officiellement par Loukachenko, le dictateur bélarusse. Mais à la base, c'est parti notamment d'influenceurs français qui ont commencé à propager ce narratif qui était complètement mensonger, qu'ils n'ont jamais réussi à prouver derrière, mais peu importe, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que l'Ukraine est un pays qu'il ne faut pas aider, parce que tout ce qu'on fait pour les aider, ça finit dans la poche de mafieux. Si on focalise, alors là, c'est vraiment la veille informationnelle telle que vous le connaissez, avec les outils comme VisiBrain, et ça permet justement d'identifier quels sont les différents nœuds et quels sont les différents noyaux des influenceurs qui vont propager ce narratif pro-russe.
La proximité entre deux comptes veut dire qu'ils sont très proches, qu'ils vont se retweeter souvent. Plus ils sont gros, c'est-à-dire plus ils ont d'abonnés et plus ils obtiennent de retweets. Et vous voyez comme ça qu'il y a plusieurs sphères qui sont les unes à côté des autres. Et globalement, vous avez au cœur, au centre, tous les petits comptes qui sont très nombreux, qui vont se retweeter les uns les autres, qui n'ont pas beaucoup d'audience, mais quand un petit compte va faire 1000, 2000, 5000 retweets, on le verra après, avec une audience qui est très très faible, par contre ça permet de le faire monter et ça permet de le légitimer pour les comptes officiels qui sont derrière. Et si je fais un focus sur l'Afrique, c'est intéressant parce que vous avez 3 niveaux. Vous avez les influenceurs locaux, des vrais et des faux, qui peuvent être financés, payés par le Kremlin. Et d'ailleurs, quand vous avez vu en Iran, quand ils ont perdu Internet, il y a un sacré paquet de comptes qui ont arrêté de partager des informations, notamment des comptes indépendantistes pour l'Écosse indépendante, pour... voilà, même les indépendantistes, on se rend compte que c'est des comptes iraniens, c'est des Iraniens qui tenaient ces comptes indépendantistes dans plein de pays. Et donc, en Afrique, vous avez des comptes locaux. Ensuite, vous avez des déclinaisons locales officielles de Russia Today, de Sputnik, etc. Et ensuite, vous avez les comptes officiels, l'agence de presse russe, TASS, etc. Donc vous avez la possibilité comme ça d'enchaîner différents moyens. Mais là, les Russes ne se mettent plus en danger en prenant leur compte officiel qui raconte n'importe quoi. C'est la source, c'est la base. Parce qu'il y a quelque chose qui est dramatique aussi sur Internet, c'est qu'on a plus confiance en ses pairs, ses équivalents, quand on a un compte officiel. Et à l'époque où je travaillais à la sécurité civile, on l'avait vu avec VisiBrain à partir de 2013, quand il y a une information évacuée, il y a une inondation, je vais d'abord vérifier sur Twitter si c'est vrai, avant d'accepter une information qui va venir d'en haut. Et donc le fait qu'une masse de comptes que je crois crédibles qui sont autour de moi soient impliqués et partagent une information, la rend crédible aussi au niveau de la population et est confirmée. Il n'y a que les Russes qui nous écoutent. Regardez, les autres médias mainstream, RFI, les Français, les médias officiels ne reprennent pas ces informations que tous mes pairs sont en train de partager. Un dernier petit point, on parle beaucoup de Twitter historiquement, et c'est ça aussi la grande force qu'on a avec VisiBrain, c'est que quand on regarde aujourd'hui la diffusion de la désinformation, notamment russe, il y en a d'autres, les Iraniens, les Chinois, mais notamment russes, sur tous les incidents qui sont identifiés, vous avez effectivement Twitter qui est au centre, mais vous avez Facebook, des dizaines de milliers de comptes, vous avez des faux sites web qu'il faut savoir identifier. Et si vous ne collectez pas de la donnée dans les différents canaux, les différents médias sociaux, vous allez passer à côté d'un narratif qui est partagé cross médias sociaux. Telegram, Vcontact, TikTok, YouTube, maintenant il y a LinkedIn également qu'on peut veiller avec VisiBrain. Et donc ce qui est nécessaire pour lutter et être présent dans le champ de la lutte informationnelle et donc de la veille, c'est d'être capable de veiller tous ces canaux en même temps. Ça, c'est une étude qui a été faite par les copains de Pégase, chez Prasteria, qui ont fait une grosse analyse. Je sais qu'ils sont dans la salle, mais je ne les vois pas. Ils ont analysé des centaines de comptes. Ils ont identifié 141 faux sites web qui ont été créés pour l'occasion des municipales, qui sont générés, qui proposent du contenu qui est 100% généré en intelligence artificielle. Et les 16 000 articles qui ont été analysés permettaient justement de définir quels étaient les grands patterns. Et on voit justement les sites les plus partagés ici. En dehors du fait qu'on arrive à avoir des désinformations qui arrivent à influer dans le débat public et qui influent aussi dans les médias traditionnels, ce qui est fort, et ça c'est une autre étude qui est intéressante, c'est qu'à force d'avoir des sites web qui fournissent de la désinformation, les narratifs sont intégrés par les modèles d'intelligence artificielle. ChatGPT, Gemini, etc. Là, il y a une étude américaine sur 600 mots-clés qui propagent 19 narratifs mensongers, propagandistes, désinformation aux États-Unis. Dans 32% des cas, les principaux chatbots diffusent des récits de désinformation russe. À force de créer des faux sites web et de les diffuser en masse, c'est plus simplement la donnée publique avec les médias qui sont orientés. L'IA nous fournit de la désinformation made in Russia. Voilà, donc ça c'était peut-être la conclusion. Ces sites web, il faut être capable de lutter, il faut être capable de les identifier rapidement, il faut être capable de voir en cross-sharing où est-ce qu'ils arrivent, sur quel média social, pour pouvoir très rapidement être capable de les démonter. Merci pour ça.